Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. FG Interview. Bonjour à toutes et à tous, Antoine Baduel pour vous recevoir en direct du Paris Radio Show, le salon international du média radio. On est en direct aujourd'hui avec un artiste qui m'est très cher. Il est artiste, il est producteur, il est talentueux, il est passionné. Quoi d'autre? Eh bien, il s'appelle Joachim Garraud. C'est mon invité Antoine. Ce soir. Joachim, bonsoir, bienvenue à toi. C'est un plaisir de faire cette émission avec toi en direct du Paris Radio Show. Un podcast donc, qui va évidemment revenir sur ton parcours. Oui. Un parcours très riche, un parcours très dense, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Dense et dense, quoi. Exactement, dense et dense. Et puis surtout, autour d'un terme évidemment qui trouve tout son sens, le podcast, puisque cette semaine en particulier a été très riche pour toi en émotions. En symbole, puisque tu as fêté la dernière de ton podcast hebdomadaire que tu fais depuis 999 semaines, 20 ans avec cette émission, The Mix, une émission qui est également donc un podcast, mais qui est partie d'une émission radio. Et on va redérouler évidemment la genèse de ce projet et son histoire, mais déjà, je vais parler de ce week-end. Oui. Alors ça peut étonner nos amis auditeurs et auditrices qui nous écoutent, mais cette semaine, ce week-end, c'était la dernière, donc c'était la fête. Oui. De ton podcast, puisque tu as fêté la dernière. Tout ça, ça s'est passé sur un bateau. Ouais. Et là, je crois qu'il faut que tu nous racontes parce que c'était juste une soirée invraisemblable. C'était juste un gros délire. C'est-à-dire que je me suis posé la question pendant 4 ans. Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter un podcast qui fonctionne? Et quand j'ai pris la décision de me dire il faut que j'arrête à 999 parce que c'est beau, parce que je veux contrôler et je veux faire une fête, je me suis dit il faut que je fasse une fête qui est hors du commun. C'est-à-dire pas une salle de spectacle, pas un nightclub, pas une salle de concert. Et je me suis dit, ça fait 999 semaines que j'appelle mes auditeurs, les Space Invaders, bienvenue dans la soucoupe. Il faut que je trouve une soucoupe. Et la soucoupe à Paris, c'est forcément un bateau qui va sur la Seine. Et donc, j'ai eu la chance de trouver un bateau, parce qu'il fallait plus qu'un bateau mouche où tu as des chaises qui sont assis. Il fallait quelque chose qui soit quand même adapté à faire la fête. Et donc, sur lequel il y a un dance floor qui soit sur l'eau. Et donc, j'ai eu la chance de trouver un bateau qui peut accueillir jusqu'à 700 personnes. Bon, on a fait près de 800, hein. C'était blindé. Et qui fait un petit parcours. Donc, l'idée, c'est que pourquoi cette fête était différente en termes de sensations pour les gens? Parce qu'il y avait 3 guides très importants. Numéro 1, pas de line-up. C'est-à-dire, tu ne sais pas qui joue, tu ne sais pas à quelle heure les gens jouent, tu ne sais pas quels sont les artistes que tu viens voir. Tu viens participer à une expérience. Tu n'achètes pas un billet pour voir tel artiste. Tu viens participer à un concept. Et vivre une expérience. Ça, c'était la règle numéro 1. Règle numéro 2, un petit peu fun, qui était de se dire, il faut venir déguisé parce que si tu viens, il faut que tu participes parce qu'aujourd'hui, quand le spectateur est acteur de la fête, ça multiplie par 10 la qualité de la fête. Mais alors là, excuse-moi, je te coupe. Il y a l'instruction, la consigne, on va dire, déguisez-vous. Et il y a la réalité. Combien d'organisateurs de soirées ont été obligés de laisser entrer des gens qui étaient soit importants, soit incontournables, soit tout simplement des gens qui avaient acheté leur ticket, qui n'avaient pas joué le jeu. On a connu plein de soirées Halloween pas déguisées. Toi, c'était vraiment une soirée où ils étaient absolument tous déguisés. C'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu. Oui, et puis certains VIP qui sont arrivés, qui avaient un peu de mal, parce que c'est sûr que allez, je vais balancer des noms, mais quand tu t'appelles Vitalik, tu n'as pas envie de prendre un taxi avec des antennes des antennes de Star Wars. Ou une combinaison. Parce que vraiment, il y avait. Mais tu avais donné une instruction parce qu'ils avaient tous quand même la bonne combinaison. C'était juste dingue. Franchement, bon voilà. Donc du coup, c'est vrai que pour ces gens-là qui arrivaient, j'avais prévu des petites antennes, des trucs faciles à porter qui permet de... Il n'y a pas de passe-droit, c'est-à-dire que la règle numéro 2, elle est prise en compte par tout le monde. Et la règle numéro 3, qui était peut-être la plus difficile à faire respecter, c'était pas de smartphone qui peut faire des photos et des vidéos. Ça, c'est assez simple aujourd'hui. On achète des espèces de sacs plastiques qui sont thermocollés et qui permet aux gens d'utiliser leur téléphone pour commander une bière ou pour appeler un taxi, mais en aucun cas, ils peuvent utiliser les fonctions du téléphone ou de la vidéo. Et ça a énormément changé la teneur même de la fête parce que les gens sont allés les uns vers les autres. Bonjour, tu t'appelles comment? Tu viens faire quoi? Mais les gens se sont parlé. Mais ça peut paraître débile de dire ça. Mais c'est le problème. Mais on a oublié. Mais tu sais, aujourd'hui, à une époque où les concerts ont pris la place des clubs,
pour le gigantisme qu'offrent ces plateformes. Les arénas aujourd'hui sont les seuls qui soient capables, en termes ne serait-ce que de scène, d'accueillir des de gros hauteur artistes, de plafond, de permettre d'accueillir le setup, la configuration des concerts. Mais qu'est-ce qui reste au club ? La sociabilité, le lien social. Alors quand tu n'as plus ça. Et quand tu as les caméras, quand tu as les téléphones, tu l'as plus. C'est ça. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, qui fait que tu vois, tu as des endroits comme Berghain, par exemple. Berghain, c'est un très bon exemple. Interdit depuis des années. L'ADN du nouveau club parisien qui vient d'ouvrir le Miamao, c'est celui-là. Et d'ailleurs, c'est un petit Berghain quand tu vas avec une configuration sonore incroyable. Et ce que toi, tu as toujours réussi à avoir, c'est ce lien qui permet de donner quelque part presque un ordre ou une consigne à ta communauté, et que non seulement ils l'appliquent, mais surtout ils la comprennent. Avec bienveillance. Je pense que c'est une bienveillance. Parce que j'aime pas trop le terme ordre, parce que c'est vrai que ordre, il y a un côté... J'ai dit consigne. Moi, je dirais un conseil. Parce qu'en fin de compte, ils me font confiance. Tu sais, quand les gens, quand on a annoncé cette soirée et qu'elle a été sold out en 20 minutes, ça m'a fait très plaisir parce que justement, on n'a pas annoncé un seul artiste. On leur a dit, attention, ça va être compliqué, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone. Attention, il faut venir déguiser. T'imagines un peu les conditions. C'est pas simple. C'est-à-dire que, et malgré cela, les gens m'ont fait confiance. Donc, voilà. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui vont écouter ce podcast et qui étaient à la soirée, moi, à titre personnel, j'ai été très ému d'une chose, au-delà des moments qu'on a eu tous les deux sur scène, qui m'ont vraiment beaucoup ému, on va y revenir. Mais c'est la bienveillance des gens. Je crois que, tu vois, c'est marrant parce que ce soir-là, j'ai fait 4 soirées. Oui, tu m'as dit que tu avais fait Olympia avant. Je suis allé voir notre ami Zi Abner, je suis allé voir le Miamao, évidemment, je suis allé voir aussi le Mirage parce qu'il y a une très belle programmation en France. Mais il y a un truc que j'ai vraiment ressenti, mais tu sais, il y a eu des moments, c'était des effets de chair de poule, c'est la gentillesse du public qui vient naturellement, tu vois, te remercier. Merci et surtout, tu vois que c'est des gens qui sont fidèles. C'est un public qui nous écoute, qui apprécie, tu vois, aussi notre travail de recherche, de qualité, et ça, c'est très important. Mais c'est normal ça, Antoine, parce que toi et moi, on est dans la même veine qui est, il vaut mieux parler avec sincérité à 1000 personnes qui vont adorer ce que tu dis et qui vont comprendre et qui sont que plutôt te dire que je vais m'adresser à 50 000 personnes pour essayer d'en avoir 2% peut-être. Aujourd'hui, quand tu es à la radio, tu fais des pics d'audience sur des gens qui aiment la musique qu'ils viennent écouter. Ils ne sont pas là par hasard. Ouais, c'est vrai. Et moi, dans mes soirées, je me suis toujours battu pour que les gens qui viennent ne viennent pas là par hasard ou parce qu'ils ont envie d'être vus ou machin. Ils sont venus parce qu'ils savent qu'ils viennent écouter un certain type de musique ou une certaine expérience. Et cette bienveillance que tu as sentie, pour moi, c'était incroyable. C'était presque physique. C'est une sensation de sentir que les gens étaient bien ensemble. Il y avait une vraie communion du public. Arrête, tu vas me faire pleurer. Non, parce que je t'ai déjà à peine fait pleurer. Déjà samedi, donc il faut qu'on arrête. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment. C'était super dur pour moi, je te jure. Le moment où on s'est pris dans les bras l'un de l'autre sur le final, parce qu'il y a eu 2 moments improvisés, il faut le dire. C'est finalement quelque part trentaine de minutes avant la fin de ton set, où tu as remercié la radio et ça m'a beaucoup ému. C'est normal. Et surtout la fin où là pour le coup c'était pas prévu non plus. C'était pas prévu. Mais il fallait absolument, on pouvait pas lâcher ton set sans ce petit mot. Et la réaction du public était forte. C'était dingue. Alors, séquence émotion, vous le comprenez, mais on va redérouler des choses. On va revenir un peu en arrière. Alors. On va revenir en arrière, c'est comment Joachim Garraud a su être le DJ français qui a su fédérer la communauté la plus fidèle, la plus engagée, j'allais dire. Oui, c'est ça, oui. Et moi, je pense qu'il faut qu'on redéroule à bien avant. Joachim Garraud, c'est avant tout un musicien qui sort, je crois, major du conservatoire de Nantes. Pas major, non, ce serait mentir. Non, j'avais une bonne note. Mais en tous les cas, très reconnu, très apprécié. Qui, en parallèle du conservatoire, commence lui-même déjà à être hybride entre les musiques électroniques. Tu mixes un peu, c'est ça? Oui, puis je bidouille des ordinateurs, tu sais. Tu commences à mixer très vite Oui, j'ai 15 ans, 15-16 ans. T'es nantais d'origine. Voilà, nantais, voilà. Je fais de la disco mobile. Voilà, parce que c'est ce que j'aime partager. Et à côté de ça, je fais le conservatoire de musique de Nantes, où j'ai des bases du conservatoire de classique, qui est un peu le solfège, quoi, le langage de base. Tu fais de la radio aussi? Et je fais de la radio pirate jusqu'à ce que j'arrive à être embauché par Énergie Nantes. Et tu sais, un petit détail,
c'est que j'ai eu la chance à 16 ans d'avoir une voix grave assez rapidement. Ouais. J'ai eu muet, tu sais, rapidement, tu sais, quelquefois, en fonction de ton âge. Mais à 16 ans, j'avais une voix grave qui faisait que je faisais pas la voix de 16 ans, quoi. Et donc, ça m'a permis d'être engagé sur Énergie Nantes, qui était donc une première radio qui venait à l'époque de Paris. Il n'y avait pas de satellite à l'époque, donc c'était une franchisée, ce qu'on appelle les franchisés. Et puis, il y a un moment, il y a un changement dans ta vie. Tu arrives à Paris. Et là, tu arrives à Paris avec un virage qui est avant tout radiophonique et qui a un nom en 8 lettres, c'est Maximum. Alors Maximum, il faut que tu nous racontes parce que c'est une marque aujourd'hui légendaire. C'est une histoire aussi qui est légendaire parce que c'est une radio qui a duré 800 jours. Elle a duré. En fait, je crois qu'il y a un tel contraste, mais c'est pas un hasard. C'est-à-dire c'est une radio qui a été tellement marquante, qui a une telle personnalité. Avec une durée si courte. C'est dingue. Que forcément, je pense que le désir... Intensité ramenée dire quelque part un peu le délire qu'il y a eu autour de cette fin de Maximum qui a été une espèce de choc complet. Raconte-nous. Toi, tu arrives pratiquement au tout début de Maximum. Oui, j'arrive 3 semaines après, je crois, à peu près. C'est-à-dire que j'ai entendu la radio. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que Maximum a ouvert avec une fréquence à Nantes. Donc, moi, en tant que Nantais, j'ai découvert cette radio. Et c'était mon ancien directeur des programmes qui s'appelle Pascal Amiot, qui a été programmateur de RTL pendant 30 ans, qui à l'époque travaillait pour Radio Nantes, une radio pour qui je travaillais, une radio locale, et qui me dit « Joachim, toi t'aimes bien la dance ?» Parce que moi j'avais une émission de dance sur la radio locale Radio Nantes. Il me dit « Tu devrais écouter cette radio, elle appartient au groupe RTL, c'est sérieux, ça s'appelle Maximum. » Donc j'écoute ça, et là je suis tombé amoureux. Et à tel point, je raconte cette petite anecdote dans le livre. Toujours en étant nantais, excuse-moi. Oui, c'est-à-dire là, tu es à Nantes, non, je suis à Nantes. Tu n'as même pas encore envoyé ton CV. Non, je suis dans le département à Nantes, 44, et j'écoute la radio sur la fréquence locale de Nantes, c'était 101.5, je crois, et j'écoute la radio, et c'était un mercredi où je raconte cette petite anecdote dans le livre que je suis en train d'écrire, c'était le jour où j'étais en train de réparer un studio, ma disco mobile, mes studios, et il fallait que je fasse du bricolage. Je devais aller chez Leroy Merlin. Et je vais sur le parking de Leroy Merlin et j'écoute la radio. Et j'étais tellement captivé que je disais, attends, je peux pas aller maintenant, que je suis resté 5 heures sur le parking de Leroy Merlin à écouter dans la voiture jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. La voiture, et donc du coup, à l'époque, pas de téléphone portable. Aller à l'intérieur du magasin, excusez-moi, est-ce que je peux appeler mon papa pour qu'il vienne me chercher? C'est de dingue, tu vois. Donc j'appelle mon père, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de batterie dans la voiture, mais pourquoi? J'ai dit, c'est trop loin à t'expliquer, il est revenu avec les câbles et tout ça. Mais bon, ça c'est ma première découverte. Donc si tu veux, j'étais captivé pendant 5 heures ou 3-4 heures sur le parking à rester, à écouter la radio parce que je me suis dit, parce qu'il faut remettre les choses en contexte. À l'époque, il n'y avait pas le moyen d'écouter la radio sur un téléphone portable ou sur un Walkman FM. Donc la radio, tu l'écoutais chez toi ou dans la voiture. Voilà. Donc du coup, j'ai découvert Maximum. Quand je suis rentré le soir, j'ai fait une maquette J'ai fait une maquette. Alors, je rigole parce que cette maquette, je l'ai retrouvée et évidemment, elle sera disponible. Et alors, excuse-moi, une maquette comme animateur ou comme producteur? Non, animateur. Bonjour, bienvenue sur Maximum. Et alors, là où ce que j'ai fait, c'est que j'étais un peu malin, je pense, c'est que comme je n'avais pas à disposition les jingles de la radio, j'ai fabriqué mes propres jingles Maximum en reprenant la technique de Maximum. Et donc, je pense que ça... Oui, parce que je pense qu'il y a peut-être un point qu'on a oublié de dire qui est essentiel pour nos auditrices et auditeurs. Excusez-moi, je vais un peu vite. Mais... Tu t'es pris une baffe dans la gueule, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as entendu ? Parce que tu as entendu cet habillage, effectivement, qui révolutionnait tout ce Maximum et qui finalement, quelque part, lançait la notion de sample exactement. dans l'habillage. C'est la première fois que la voix était samplée. Alors, ça venait des États-Unis parce que ça venait de Power 106, c'était Hot 97, ça venait de ça. C'était le même producteur qui s'appelait Eric Hannon. Et donc, je copie les jingles de Maximum, parce que je savais comment ça se faisait. J'avais déjà répliquer un petit peu ça, bon, à ma manière, bien évidemment, moins aussi professionnel que la radio, mais donc je fais une maquette. Pour la petite histoire, cette maquette, je l'ai retrouvée et je la mets en QR code dans le livre. Les gens vont pouvoir écouter cette maquette qui a orienté ma vie. J'aurais pas fait cette maquette-là, je serais pas avec toi aujourd'hui. Ce qui est dingue. C'est fou. Hein. Quand tu te dis les conséquences des dominos dans une vie, c'est ouf. Mais c'est ouf. Donc, cette maquette-là, elle fait 3 minutes. Voilà, j'envoie ça, ma cassette audio, et je reçois quelques jours plus tard un message sur mon répondeur téléphonique. Bonjour, c'est Michel Brier, je suis directeur de Radio Maximum. On a bien reçu votre maquette. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre ? Voilà, faites un essai vendredi prochain. Petite
encore petit bémol, c'est que j'ai ce message téléphonique, bien évidemment, parce que je gardais les cassettes téléphoniques de mes répertoires. Et là, j'ai retrouvé le message de Michel Brie qui me dit... Qu'est-ce que tu ne gardes pas? Ah, mais je garde tout. Mais c'est dingue. Archiviste. Mais je suis archiviste. Mais tu vois, par exemple, ce message, il n'a pas énormément de valeur en 1989. Mais en 2025, pour moi, je dis, mais quand j'ai réécouté ça, j'ai été limite de pleurer, tu vois, parce que je dis, putain, j'aurais pas eu ce message-là, je passais à côté de ma vie. Mais attends, c'est fou, quoi. Parce qu'il faut qu'on précise un deuxième truc, c'est que Maximum, ok, il y avait l'habillage, mais entre les habillages, il y avait des musiques de dingue. Oui, parce que voilà, pour le public, quand même, il faut quand même que vous sachiez quelque chose, c'est que Maximum, c'est la première radio à avoir joué de la dance, de la house, de la techno. KLF, la techno. Et c'était mais totalement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on avait des radios qui se ressemblaient toutes. Oui, tout le monde était sur le modèle énergie. Voilà, tout le monde était top. Et voilà. Aussi bien Skyrock, qui jouait de la... Skyrock, c'était pareil. C'était ça. C'est la même chose. C'était pas du tout une radio rock, Fun Radio, évidemment. Tout le monde était pareil. Et Kiss à l'époque. Et Kiss FM, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que j'envoie la cassette, voilà, je fais l'essai et je suis retenu. Et là, effectivement, je prends une claque monstrueuse parce que je me dis, là, j'atteins, je vais pouvoir m'éclater incroyablement parce que pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir produire que des trucs sur de la dance, des remixes, des jingles. Donc alors, je suis chargé de production à l'époque, c'est-à-dire que je fais un petit peu d'antenne de remplacement de temps en temps, tu vois, mais quand même, je passe ma journée dans le studio avec mon sampler à fabriquer des jingles, à fabriquer des pubs, des remixes. Et donc, je fais tout ça. En même temps, j'étais DJ à Nantes, je deviens DJ à Paris au Boy, et donc du coup, je découvre la techno, je découvre aussi le fait... Et là, pardonne-moi, je suis obligé de te couper la parole, Joe, mais le Boy, c'était quoi? Je veux dire, c'est juste... C'est un extraterrestre. Non, mais t'étais pas... parce que tu dis, voilà, j'étais DJ au Boy. Boy. Trop vite, mais le Boy, c'était, les amis, un truc de fou. Ouais, c'est incroyable. Un club très grand, très bas de plafond, très en sous-sol, très profond, parce que sous l'Olympia, en fait, c'était historiquement la salle de répétition de l'Olympia. On est rue Comartin, donc la rue qui est perpendiculaire au boulevard de la Madeleine. Voilà. Et en fait, vous preniez des escaliers où vous deviez descendre sous la jauge de la salle principale de la fosse de l'Olympia. Et donc, cette ancienne salle était devenue un club gay où la techno est née à Paris. C'est incroyable. DJ résident, Laurent Garnier, DJ Deep, Laurent Brainwasher. Et là, Marco aussi. Marco, absolument, qui joue aussi en Belgique, au Boccaccio. Et là, la techno était en déferlante, était quasiment interdite à Paris. Oui, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en Belgique, il y avait le phénomène des clubs techno. En Angleterre, on balayait les années Thatcher. Et donc, la jeunesse se réveillait. L'Allemagne, c'était la réunification. Nous, on était à la ramasse. En France, c'était les années Pasqua, du genre comment on peut faire interdire, non pas ces soirées, mais cette musique. On appelait la musique répétitive binaire. Et pas uniquement les rêves, c'était la totalité. Du coup, il y avait deux espaces où finalement, il y avait encore quelque chose, c'est les clubs gays, parce que ils n'osaient pas trop faire des descentes, parce que là, il y avait quand même eu des grincements et c'était compliqué. Politiquement, c'était un peu protégé. Voilà. Et puis, les rêves parties, parce que juste, c'était dès qu'un organisateur déposait une demande pour une fête, il se prenait des cartes de CRS. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il déposait plus de demandes et les fêtes se passaient dans des champignonnières, dans des anciens hôpitaux désaffectés comme l'hôpital éphémère, la champignonnière à voilà. Et ce Boy, en plein cœur de Paris, et pas n'importe quel cœur de Paris, vous n'étiez pas vous étiez en plein centre, dans un sous quartier très chic, dans le 9e. Et là, ce club était juste incroyable parce que les enceintes encerclaient le dance floor qui était très grand et tous les gens dansaient sur les enceintes et c'était le début du voguing et des drag queens. C'est unique. Et c'était une vision spectaculaire avec un son qui encerclait le dance floor. Désolé pour cette digression, mais t'as raison. Elle est essentielle. Et là, tu prends les platines dans ce club. D'abord, avant de prendre les platines, je découvre ça. C'est-à-dire que moi, je viens d'un club de province qui s'appelle le Luxor, qui est en forme de pyramide, où il y a une série rock, une série slow, une série funk. Tu vois ce que je veux dire? Une série, le propriétaire de la... Oui, non mais tout à fait. La Fiat. C'est ça, mais je suis DJ généraliste et j'arrive au Boy et je me souviens, c'était un mardi soir et pour moi, je venais d'arriver à Paris quelques jours avant et Michael Bourgeois, qui était directeur de la programmation de Maximum, me dit: tiens, ce soir, je t'emmène au Boy. Je dis: attends, on est mardi, ça va être fermé. Il dit: mais non, t'inquiète pas, c'est ouvert. Il dit: c'est pas Nantes ici, je te rassure. Ok. Je dis: on se donne rendez-vous à quelle heure? Je pensais qu'il allait me dire minuit. Tu vois. Il me dit: 2 heures, parce qu'avant, c'est pas la peine. Je dis: non, mais 2 heures un mardi, quoi. Je veux dire, le mec, il est fou, il va voir personne.
Bon, au final, il m'envoie le texto à 2h15, je t'attends, je suis dans le taxi, il vient vite. On arrive là-bas à 2h30, peak time, la rue blindée avec des gens partout déguisés en sapin de Noël et tout ça. Je dis, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'était ça, le boy. Et le mardi. Et le mardi soir. Et c'est qui était déguisé parce que c'était Lagrèze qui faisait. C'est ça. Et le mardi, vous aviez l'alternance entre Jean-Claude Lagrèze, qui était le plus grand photographe de l'époque. Exactement. Qui faisait des chorégraphies avec toutes les drag queens qui étaient devenues des stars. C'est-à-dire vraiment, c'était aussi la starisation d'artistes qui n'étaient pas encore connu et même pas reconnu comme tel. C'était underground, vraiment. C'était complètement underground, musique techno à fond les ballons. Et quand c'était pas Jean-Claude Lagrèze et sa soirée Les Incroyables, c'était la soirée Mousse. Oui, c'est ça. Qui venait d'arriver. Pareil, la soirée Mousse, c'était juste invraisemblable. Et là, t'arrives au Boy. Et là, je vois ça. Alors, le son à fond, comme tu l'as dit, vraiment, tu rentres dans un autre monde. Et c'est vrai que j'ai eu la chance. Parce que Philippe Facien, donc qui avait repris donc le club avant, le club s'appelait Rose Bonbon et qui l'a passé donc au Boy, connaissait très bien Mickaël Bourgeois. Et Mickaël Bourgeois, tiens, je te présente, tiens, c'est Joachim, il est DJ, il travaille pour Maximum maintenant, tu devrais lui faire un essai. Et donc j'ai fait un essai, ça s'est rapidement passé. Je me suis éclaté comme un fou. C'était une des plus belles expériences pour moi en termes de changement artistique, c'est-à-dire que je venais d'un club généraliste où j'étais obligé de passer Zouk Machine parce que le client venait d'acheter sa bouteille à 60 francs et le patron vient de voir, attends, lui il a pris une bouteille à 60 francs, il veut Zouk Machine, tu passes Zouk Machine. Ok, d'accord chef, je mettais Zouk Machine. Et là j'arrive dans un club où je joue que des titres que j'aime et personne ne vient demander un seul titre. Et dans le VIP, c'est pas des mecs qui achètent des bouteilles à 60 francs, c'est Yves Lecoq qui est la voix des nuls, qui est la voix des Guignols de l'info, les nuls. Les nuls, Beaucoup de gens beaucoup de stars, de showbiz qui sont là. Beaucoup de gens avec vraiment une époque où le milieu gay est captatif. Il capte vraiment toute la clientèle branchée. Il faut que ça se passe dans les clubs gays. Et surtout, il y a une chose, c'est que Laurent Garnier, lui, revient de 2 ans de résidence à l'Hacienda de Manchester, qui a été le club où la house est née en Grande-Bretagne avant Ministry of Sound. Ministry of Sound, on est sur 92. L'Hacienda, c'est avant. C'est avant, oui. Et c'est le club, en fait, où tout est né. Oui, tout à fait. C'est marrant parce que j'ai interviewé Laurent Garnier pour le livre, pour mon livre. On a parlé très, très, très longuement de cette période-là et il m'a confié un peu tout ça, son parcours, revenir pour faire l'armée et tout ça en France et pourquoi il est venu à Maximum et pourquoi on a fait de la musique ensemble. On a parlé pas mal de ça et justement, on s'est remémoré justement ce moment fragile où tout a basculé, où on était très très underground et où on a vu qu'on pouvait revendiquer le fait de pouvoir essayer de vivre et c'est pas parce qu'on aimait cette musique-là qu'on était forcément drogué ou malade. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, voilà. Hormis ça, pour avancer. Donc j'ai la chance d'être DJ au Boy. Et je m'épanouis dans cette radio. Franchement, cette radio, c'était vraiment un bonheur pour moi. C'est ma seconde famille. Donc Maximum commence un 29 octobre. Elle commence le 23 octobre. 23 octobre 1989. Elle s'arrête le 5 janvier 92. Donc elle dure 800 jours. Voilà. En 800 jours, elle change finalement le rapport que les gens ont à la radio et à la dance music. Je pense, oui, assez rapidement. On est très copié par les autres et puis voilà, on sent bien qu'il y a un avant et après Maximum, voilà, en France. Et donc à la suite de ça, Maximum s'arrête, c'est une tragédie. C'est Fred Rister, donc iconique, qui est un des animateurs de la radio, qui fait la fin, une fin en plus aussi émouvante que tragique, que vraiment minable, on peut le dire, de la part des successeurs, qui n'ont même pas la grandeur de laisser les 10 dernières secondes, vraiment des ploucs de A à Z qui reprennent l'antenne pour balancer de la musique de ploucs. Voilà. Vraiment, sans parti pris aucun, mais c'est vraiment... C'est comment la beaufocratie a repris le contrôle. Paix à leur âme, puisqu'ils durent pas plus longtemps. Ils ont duré je ne sais pas combien de temps, mais quelques jours. Hein. Bien Malaki ne profite jamais. Et donc, du coup, là, toi, Joachim, ça s'arrête. Là, toi, après quelques semaines où tu restes à M40, tu te rabats sur ton projet. Square Prod. Alors, Square Prod, c'était mon bébé, ma boîte de production que j'avais montée avec Jean-Charles Carré, que j'avais rencontré, qui était réalisateur pour l'émission Rapido.
j'avais fait un générique de Rapido, c'est une émission un peu rap, rock, animée par Antoine Decaune à l'époque. Et donc, du coup, avec Jean-Charles, maintenant j'ai beaucoup plus de temps parce que je travaille plus à la radio. Eh bien, on développe cette unité de production et ça devient une société de production que l'on va baser rue de Rivoli, au 108 rue de Rivoli, 3e Exactement. étage. Et d'ailleurs, tous les deux, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte parce que l'histoire qui est très drôle, c'est que moi, je connais Maximum par Eric Oville. Exactement. Et je connais pas l'équipe. Voilà. Et on donc fait Eric Oville était le fondateur de Maximum. Voilà. Et on fait connaissance, nous, après en étant Maximum. colocataires au 108 rue de Rivoli. Et on devient tous les trois, avec Jean-Charles, colocataires. Voilà, exactement. Voilà. En attendant que la radio FG, donc que tu pilotes, déménage de rue Rébéval et vienne en face parce que le même propriétaire avait les deux parties, le même immeuble. Et donc du coup, là on est en 92, 93. Disons que de 92 à 2000, je me consacre beaucoup au développement de cette société Square Production. Je fais beaucoup d'habillage. On fait de l'habillage pour FG, je fais de l'habillage pour une quinzaine de radios, je fais des spots, je fais un peu de musique, je fais des remixes. Voilà. Et il y a quand même une petite chose, une petite anecdote comme ça, mais dans la vie, il n'y a pas de hasard, c'est que moi, à l'époque, j'organise une soirée hebdomadaire avec Didier Sinclair et David Guetta au Queen. Oui. Parce que le Boy a fermé, évidemment. Tout le monde se rabat sur le Queen. Pour trafic de stupéfiants. Toujours les motifs habituels. Philippe Fassien, propriétaire du Boy, rachète une boîte sur les Champs-Élysées qui s'appelait le Central, l'ex-studio 102. Et donc, on fait le Queen. Exactement. Avec la même équipe de communication, Martine Meyer, le press office, Nicolas Lesbros et tout le monde. Donc même concept, sauf qu'on passe de la techno à la house. On est sur les Champs-Élysées. Donc on passe de l'underground à la house. Voilà. Et nomme comme directeur artistique David Guetta, qui lui me confie, avec Didier Sinclair, la soirée du mercredi soir. Oui, c'est ça. Et là, on commence à faire jouer les DJ de la scène française qu'on trouve intéressants. Oui, c'est d'ailleurs là que je joue pour la première fois les Daft Punk au Queen. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on veut rendre hommage à Maximum et on fait du coup, en ne pouvant pas utiliser la marque Maximum, les soirées Boy. Voilà, on fait les soirées et Boy. On te prend comme DJ. Donc je viens jouer pour représenter ça. C'est là que tu as rencontré David Guetta d'ailleurs pour la première fois Je pense que c'est là où on a sympathisé. On s'était croisé un peu dans les magasins de disques vinyle, tu sais, quand on allait acheter nos disques. Mais lui, à l'époque, il était DJ pour le Palace, donc il achetait plutôt des choses house. Il était Queen. Et avant, il était au Folies Pigalle. Le Palace, c'est après. Ah, c'est après. Alors, donc, 95. Ok, merci de ta précision. Donc oui, alors quand on s'était croisés, donc il était, je pense que c'est une des premières fois où en tout cas on a connecté. Justement lors d'une soirée FG où je faisais la direction, il faisait la DA avec Philippe Fassien. Voilà. Exactement. Donc là, tu commences à jouer un peu dans les clubs. C'est vrai qu'on te voit de plus en plus. Voilà. La décennie 90 se passe, FG commence aussi à prendre de l'ampleur, et surtout, alors nous du côté FG, c'est vrai qu'on devient très French Touch parce que Daft Punk, Stardust, Bob Sinclair, Martin Solveig, Cassius, Étienne de Crécy, mais aussi des projets, on va dire comme Demon, vrai, Superman Lovers, Mojo. Ouais. Et puis un jour, tu m'appelles. Il y avait Didier Sinclair, il faisait partie de cette programmation même bien sûr. En composition. Mais Didier, ses singles, on est borderline, on est 2000, on est après. Mais David m'appelle et je réalise que vous êtes ensemble et que vous produisez ensemble et que vous avez un premier projet qui est Just a Little More Love. Voilà, qu'on a fait ensemble. Comment elle se passe cette rencontre? Parce que entre-temps, si on doit aussi parler des années 90 mouvementées de David et Cathy Guetta, ils reprennent le Bataclan pendant 2 saisons. Ça le fait pas vraiment, ça le fait sans le faire, ça leur va pas, c'est trop à l'est de Paris, la salle elle est pas assez VIP, ils ont pas la clientèle, ils ont pas la bonne clientèle, ils ont pas la clientèle qu'ils veulent. Et puis tout à coup le Palace, où moi d'ailleurs j'organisais la soirée hebdo du mardi soir au Privilège, c'est vrai. Périclite suite à une fermeture pour trafic. Une nouvelle fois, la même chose. Et là il y a un plan de redressement et les Guetta sont dedans et reprennent le Palace pendant 1 an et demi pour en faire un projet de dingue. Le tribunal de commerce magouille les replante, le club ferme, ils reprennent les bains. Et là, David Guetta, qui est au bain, s'emmerde. Disons qu'il fait beaucoup d'administratifs et des trucs pénibles, quoi. Et quand on se rencontre, il est dans un état d'esprit où il est frustré de ne pas s'éclater autant qu'avant. Et on se rencontre rue de Rivoli, au pied de mes studios.
Je pense peut-être c'était un jour où il a peut-être rendez-vous chez toi, peut-être à FG, puisque tu vois, on est en 1999. C'est ça. Donc la radio est déjà implantée rue de Rivoli. Et donc du coup, on parle et je lui dis, tiens, viens voir, moi j'ai des studios là-haut, Square Prod, viens voir. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? Je fais un peu de musique, un peu de remix. Ah c'est super, peut-être qu'on pourrait essayer de faire un truc ensemble. Je lui dis, écoute, là je peux pas parce que j'ai un peu des trucs bookés, mais lundi, lundi j'ai rien. Je dis, David, viens lundi, on fait de la musique. Il vient avec son scooter lundi, hop, il se gare en bas, il monte au 3e étage et en une après-midi, on délire avec le sampler, tout ça, et on fait l'instrumental de Just a Little More Love, très électro, un titre... Avec un morceau, d'ailleurs, le sample d'un morceau de Hashim. C'était On the First Day God Created the Universe. Non, alors, je crois que il y a un tout petit sample de ce morceau dedans. Ah non, pas celui-là. Si, je te jure. Je te ferai écouter. Ah bon? Alors après, les voix ont peut-être été posées. C'est un morceau de rave, un peu planant. Et le... Je ne dis rien du tout. Le tout non, début... je crois que c'est sur Cutting Record et ça s'appelle Hashim Music. Qui fait quand j'ai les sessions originales. Ah ouais, il faut qu'on écoute. On regardera. Désolé, voyez ça, c'est ça le problème des digressions. Mais c'est ça qui est génial dans les podcasts, c'est que t'as pas le timing avec ton réalisateur en radio qui dit, il y a la pub qui arrive là. C'est pas grave, on va faire un format. On vous dit tout de suite, ça va être un format un peu long. C'est clair. Bon, donc du coup, effectivement, on fait ce titre-là, qui est un instrumental, qui est électro, qui passera pas ailleurs que peut-être dans des clubs, parce qu'on fait un truc on cartonne sur FG avec Didier. Voilà. Et ok, super. Et puis la même semaine, David reçoit un coup de fil d'un de ses amis qui fait partie du groupe 2B3. Tu sais, le boys band là, c'est Adèle qui l'appelle. Et Adèle dit, écoute David, écoute, on a notre vocal coach, il s'appelle Chris Willis, c'est un chanteur de gospel, il est à Paris en ce moment. On serait très heureux de te le montrer parce que le mec il chante comme une brute. Ouais, je dis, c'est super. Donc David me dit, écoute, il y a un chanteur qui vient, il s'appelle Chris Willis. Donc il vient le mardi, voilà. Et donc effectivement, Chris Willis vient au studio, on lui fait écouter l'instrumental et en référence, on lui dit, tu sais, tu vois le titre Joe Smooth, Promised Land, Brother, Sister, tu vois, on lui fait écouter ça. Mike Anthony, Why Can't We Live Together? Et il a un background de house music? Pas du tout. Chris Willis, est gospel. Il est 100% gospel. Il ne sait rien du tout ce que la house music, l'électro. Et c'est aussi ce qui est pas mal, c'est que vraiment, il vient de son univers, tu vois. Et il enregistre en une prise, Just a Little More Love, une seconde prise pour les armeaux, et après, il me fait une prise avec des couplets que j'ai jamais utilisés, mais que j'ai retrouvés récemment, là, justement. Des couplets inutilisés de Just a Little More Love. C'est dingue. Quand j'ai retrouvé les pistes. Génial. C'est dingue. J'ai écouté ça, wow. Et donc, du coup, tout se passe comme dans un rêve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il met 40 minutes à enregistrer, tout est nickel, que moi, je mets 3 heures à mixer le titre. Et là, on se retrouve avec Just a Little More Love et avec le truc électro. Et je dis, mais ça sonne vachement bien. Et puis avec David, on se regarde et dit, waouh, peut-être qu'on tient un truc. On n'a qu'à l'essayer au bain ce soir. L'avantage aussi d'avoir une connexion directe avec le club. Donc, voilà, je masterise le track. Il le joue le soir au bain. Ça se passe plutôt bien. Les gens se mettent à hurler quand il y a le break. Et on se dit, waouh, quand même, peut-être qu'on tient un truc. Et puis, rapidement, on a signé chez Virgin. Et le titre est sorti. Et au bout de quelques semaines, ça a mis un peu de temps quand même. Il ne faut pas croire que ça a matché comme ça. Au bout de quelques semaines, il est devenu numéro 1 à Ibiza d'abord, grâce à un remix de Wally Lopez. Wally Lopez nous fait un remix qui est... Wally Lopez, à l'époque, était vraiment... C'est le DJ espagnol, voilà, vraiment en pointe. C'est le mec en vue. Mais c'était là où la collaboration avec David et Cathy était vraiment une vraie valeur ajoutée, parce qu'ils avaient des connexions, parce qu'il y avait une vue globale artistique en disant il faut faire la photo avec telle personne. Lui, il va remixer le titre parce qu'il est très bien placé en ce moment. Si on fait une soirée, il faudrait que ce soit lui qui fasse Enfin, tu vois, c'était une espèce de vue globale qui a aidé le projet d'une façon artistique générale. Donc, le deuxième projet, c'est celui du décollage, c'est Love Don't Let Me Go. Voilà, Love Don't Let Me Go, c'est le follow-up, en fait, c'est tout simplement le follow-up. C'est la suite, ouais. Et là, c'est un morceau, en plus, il faut le dire, qui a 2 vies. Il y a la première vie et il y a le mash-up avec le Toca Disco. Ouais, alors celui-ci, il y a 2 vies. Il y a une première vie qui est FG, qui joue l'original, celui qu'on a fait, et un petit peu plus... timide, je pense que les autres radios suivent un petit peu, mais pas énormément. On est encore dans de l'underground, on n'est pas numéro 1 dans le top 50, en tout cas on n'est pas ça. Ça c'est sur la première version. Et puis quelques mois après, chose de dingue,
quelques mois après, je traverse la rue pour aller à FG, faire une interview avec Antoine Baduel. Et, déjà oui, et je traverse la rue, et parce que je jouais le lendemain soir au Mix Club. Et tu m'interviews, tu me dis, alors demain soir, Joachim, t'es au Mix Club, ça, ok, bon, on parle, tout ça, je parle de la soirée, ok. Et puis tout de suite, on se retrouve dans 5 minutes, mais voilà, on va passer 10 eggs, et là tu passes, Toka Disco, remixé, et j'écoute le truc, et je te jure, je l'avais jamais entendu avant, et tu me l'as fait découvrir. J'écoute le truc, et là je dis, mais incroyable, c'est la même grille. Ça s'appelait The Egg Walking Away. Ouais, Walking Away, voilà. Et j'écoute le titre, et je dis, mais attends, c'est la même grille que c'était vraiment la même que la même ligne de mélodie. Ça c'est la mélodie se passe. Et j'ai dit c'est incroyable. Et d'ailleurs, l'interview se termine et je demande à ton technicien, je lui dis, est-ce que tu peux me donner s'il te plaît le MP3 du titre que tu as joué là? Il m'a dit, ok, tu connais pas Dieg? Non, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Hop, il me donne le truc. À l'époque, sur peut-être une disquette ou je sais pas quoi. Oui, peut-être, non, pas une disquette, non. AMD? Ouais, ou non, un CD-ROM. Il me grave un CD-ROM, voilà. Je traverse la rue, je retourne dans mon studio, donc traverser la rue, c'est 10 secondes, hein. Je remonte au 3e étage, je prends CD-ROM, je le mets dans la session originale et je me rends compte effectivement que c'est la même grille. Écoute, sans te mentir, j'ai ajusté en 20 minutes, il me fallait 20 minutes pour ajuster parce que la voix allait un petit peu plus vite, déplacer un peu là, mettre un peu de reverb. Et là, je joue le truc et c'est une bombe nucléaire. Je me dis, là, c'est une bombe nucléaire. Là, j'ai dit, j'ai mon titre pour ouvrir. Tu me le renvoies. Ouais, alors d'abord, je te le renvoie. Je t'ai dit, écoute, ça, c'est top, mais c'est surtout, c'est super parce que demain, quand je jouais au Mix Club, je vais ouvrir avec ça. Et là, quand j'ouvre au Mix Club avec ce truc-là, c'est la boucherie absolue. Et je me rappelle, j'ouvre et je ferme avec ce titre-là. Je joue 2 fois. David était en tournée parce qu'il devait jouer, on était un samedi soir, donc il était en dehors de Paris. On se revoit le lundi et je dis à David, tu sais quoi, je crois qu'on a un truc là. Et je lui fais écouter le mash-up et là il dit, non mais c'est génial, il faut clearer et tout ça. Et donc effectivement, on a mis un peu de temps, mais on a fait une version officielle où on a clearé les droits, c'est-à-dire qu'on a payé les différentes personnes qui faisaient partie de l'œuvre originale de Dieg, le remix de Toka Disco, et c'est devenu cette nouvelle version. Et cette nouvelle version a été la 2e vie, tu disais, et ça a été numéro 1 sur Énergie, sur les réseaux. Donc là, on avait enclenché. Et aux États-Unis, c'est-à-dire que très très vite, moi je me souviendrai toujours d'une scène, d'une séquence. J'ai David Guetta qui m'appelle. Alors là, on a les portables. Ça y est, les portables sont. C'est parti. Les portables sont arrivés quand même. Qui m'appelle hystérique. Jean, j'ai entendu mon titre, je crois que c'était Z100. Mais Z100 à New York, c'est Énergie. Ouais, c'est donc imaginez-vous, et qui était hystérique comme ça. Il faut absolument le monter. Et en fait, il était déjà super haut. Il y a eu combien d'écart entre la version originale et le mashup? 1 an au final, peut-être un an. Ouais. Et un an, peut-être un peu plus même. Un an et demi. Ouais, peut-être. En 1 an et demi, le titre repartait de zéro. Il n'était pas burn. C'était incroyable. Il n'y avait pas de saturation sur le titre. C'était incroyable. Et c'est là. Alors, et vous avez fait combien d'albums avec David? Ensemble, on a fait 3 albums. Donc, on a fait celui-ci, après Guetta Blasters, le 2e, et puis Pop Life. Pop Life, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. 3 albums, un projet de ouf, beaucoup de scènes ensemble, il faut le dire. Oui, on a fait Marseille, on a fait pas mal de scènes qui étaient spécifiques, où en plus on avait Chris Willis qui venait chanter. On a fait le Red Light, qui est devenu un peu anthémique, parce que c'était une soirée qu'on a fait durant le ciel, où on a joué après la présentation de l'album qui était le salon des discothèques, en fait, à l'époque. On avait joué juste après la présentation de l'album des Daft Punk, et on avait fait un live qui a beaucoup fonctionné. Et puis, David m'a beaucoup aussi accompagné sur le fait que je m'investissais beaucoup sur la Technoparade, où j'ai monté plusieurs fois des chars, il est venu avec moi. Et d'ailleurs, pour revenir sur la Technoparade, je vais boucler pour revenir sur le thème du podcast et du The Mix, c'est que en 2003, je joue sur le char FG. Tu as un char FG à la Technoparade. Tout à fait. Et tu m'invites gentiment. Exactement. Et je joue et ça se passe super bien. Franchement, il y a une vraie connexion qui se fait parce que ton public de la radio correspond à mes Space Invaders que c'est le début de la communauté 2003 pour moi. Ils sont engagés, mais ils sont sincères. Tu vois les gens avec des t-shirts, avec machin, il y a un truc positif qui fait que on voit bien que ça matche bien entre nos 2 marques, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et la Technoparade a été en 2003 quelque chose qui
nous a rapprochés et qui a fait que on s'est dit peut-être que je pourrais te proposer un mix. En fait, et alors c'est pendant ton set. Ouais. Il y avait à l'époque Hakim Akli qui venait d'arriver à la radio et qui lui était plutôt R&B chic. En fait, il avait la charge d'R&B chic. Et il me dit, écoute, regarde ce qui se passe. Il faut absolument que Joachim incarne ça sur FG. Oui, qu'il y a une case Joachim Garraud. Voilà, incarne ça sur FG. Et oui, tu as dû me proposer sur le char. Et sur le char, direct, je viens te voir et je te dis, ça te dirait qu'on fasse ça voilà. C'est une émission hebdomadaire. Et on était en pleine définition d'un truc, c'est que les radio-shows commençaient à devenir podcastables. Oui. C'est-à-dire qu'en 2000, il y a une nouveauté technologique qui arrive, c'est pas que les podcasts, c'est que les shows arrêtent d'être fugaces, s'envolent après le show, il y a du replay, mais ça devient des œuvres qu'on peut réécouter, oui. qu'on peut fixer au départ sur des CDR, mais avant il y avait eu les MD, les mini-disques et les DVD, non les DAT, pardon. DAT, oui. Et en fait, c'est là qu'on se dit, mais on va commencer maintenant à avoir des collections d'artistes. Et c'est là que tu arrives avec The Mix, voilà. qui devient une résidence hebdomadaire. Voilà. D'ailleurs, historiquement, le jeudi. Oui, c'est ça. Très très vite, le jeudi devient ton jour. Oui, c'est un jour que j'aimais bien, techno, un jour que j'aimais. Ouais. Et un jour qui a un très bon warm-up parce que le jeudi, entre-temps, est devenu le jour des soirées techno à Paris. Oui, exactement, ouais. Et ça, c'est un truc à savoir. Ouais. Et donc, du coup, l'émission démarre en 2003. Je n'ai pas exactement la date, je crois que c'est février. Je suis en train de rechercher la date. Oui. Ah bah attends, mais même là, on est limité par le temps, c'est pas possible. Moi, je crois que j'avais jusqu'à 20 minutes, je crois que je m'arrêtais à 16h. Non, c'est pas possible. Si je veux une fréquence, je vais voir l'ARCOM, je fais comment? Ouais, donc, alors. Et donc, le podcast. Je vais aller plus vite. Donc, alors, 2003, on démarre l'émission ensemble. Et puis, après, effectivement, quand Apple lance le podcast en France, donc ça, c'est le 6 mai 2005, je prends une licence. Et je prends la licence FR001. Donc, le premier podcast français Apple, il est The Mix. Il faut préciser une chose, c'est que très vite, ce podcast, quand même, devient le premier podcast, non pas en termes d'immatriculation, mais en termes de puissance. D'audience, ouais. Au point que ta première fan devient Claire Chazal. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Ouais. Et tu vas nous dire pourquoi. Oui, parce que Claire Chazal, on a eu un reportage sur TF1 qui disait... le podcast, c'est nouveau. N'importe qui, je crois que c'est le terme précis, c'est n'importe qui peut aujourd'hui faire son émission de radio. Et donc, du coup, ils sont venus filmer dans mon studio. Et effectivement, j'étais numéro 1 devant France Inter, RTL. Mais tu sais que ça, pendant 3 ans, j'étais numéro 1 quand même. J'ai pris beaucoup d'avance aussi parce qu'il n'y avait que FG qui diffusait ce type de radio. C'est-à-dire que l'offre et puis le replay à la radio n'existait pas vraiment. Si tu veux, ça n'existait pas encore. Donc, du coup, le podcast, c'était vraiment, tu peux écouter ton émission à l'heure que tu veux. Voilà. C'est ça. C'est le délinéarisé avant l'heure. Voilà. Alors, cette émission, Joachim, c'est toujours toi qui travailles dessus pendant 20 ans. Oui. Que tu délivres pendant 20 ans avec toujours un parti pris, 999 semaines, avec un parti pris, celui de la découverte. On peut préciser des anecdotes incroyables, parce que même s'il ne nous reste que 3 minutes, quand même, mine de rien, il faut quand même préciser qu'il s'est passé des choses incroyables. Ce podcast t'a aussi permis de lancer des gens. Tu as à un moment même fait de FG le lieu de rencontre et de gravité. Je veux dire, Swedish House Mafia, leur nom est né de la bouche de Joachim Garraud, dans son cerveau, dans les locaux d'FG. Parce qu'ils sont tout simplement à l'Happy Hour. C'est la première fois que Steve Angelo, Sébastien Grosso, Axwell et Eric Prydz voyageaient ensemble en dehors de Suède. Et je les invite pour mon anniversaire. On fait une émission spéciale ensemble parce que je dis, écoute Antoine, j'ai quand même des jeunes. J'ai des jeunes et je pense qu'il y a un vrai potentiel. C'est sympa si jamais on leur donne le micro, pas que à moi. Parce que, et finalement, j'étais la star parce que c'était mon anniversaire, mais je dis c'est quand même bien de leur donner aussi le micro. On fait une émission ensemble et avant l'émission, je leur dis écoutez, c'est la première fois que la Swedish Mafia est réunie en dehors de Suède. Ils disent ah ouais, c'est bien. Et c'est vrai qu'effectivement, 2 ans après, ils se sont baptisés Swedish House Mafia. Mais ça fait partie des nombreuses anecdotes qu'on a avec ce The Mix. Qu'on retrouve dans ton livre. Est-ce qu'il y en a d'autres des anecdotes? Il y en a énormément, tu rigoles quoi. Non, mais est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qu'on puisse raconter là en flashback parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes mais... Là, ça fait 10 minutes qu'il nous reste 5 minutes, mais on s'en fout. J'en ai une. Oh, si j'en ai une. Là, je vais essayer une petite courte, rapide. Une petite. Ça commence. Non, alors une petite rapide. Non, j'en ai une qui est. Allez, attends, je réfléchis à laquelle je peux te dire. Moi, elle est sympa, mais celle-ci, elle est plutôt énigmatique. Mais quand j'étais DJ
du côté de Nantes, je jouais dans une boîte qui s'appelait le Luxor et j'avais un peu l'habitude de couper la musique pour faire crier les gens, tu vois, et puis remettre la musique pour faire crier les gens. Et dans les gens qui dansaient, qui venaient au Luxor, tu avais un certain Philippe Catherine, qui était donc un de mes clients, plus ou moins. Et un jour, un Nantais, et il habitait à côté. Et donc, il venait au Luxor. Et un jour, en 2003-2004, on me demande de remixer une chanson qui s'appelle Luxor J'adore, chantée par Philippe Catherine. C'est vrai que t'avais fait le remix, c'est ouf. Oui. Et c'est pour ça que t'as fait Je coupe le son, je remets le son. Je la connaissais pas, celle-là. Voilà. Et alors, quand j'entends les paroles, et je coupe le son, je dis, bah la vache, c'est dingue, ça me rappelle un truc. Exact, c'est vrai. Et donc j'ai fait le remix. Et donc gentiment, il m'a demandé de faire le remix et tout ça. Ce qui était super, c'est une espèce de retour d'ascenseur plus ou moins qui était génial, tu vois. Cool. Donc ça, c'est sympa cette petite anecdote. Et ça, c'est 999 semaines. Et la force des podcasts, c'est que vous pouvez aussi les réécouter encore aujourd'hui et voyager dans le temps. Ils sont tous disponibles. Ouais. Voilà, les réécouter, vous les procurez. Nous sur FG, on est aussi très fiers. Je vais faire un peu de pub, mais c'est vrai que c'est très important de le dire. Nous, on produit sur nos 4 radios 130 heures de mix fraîches, enfin des heures fraîches ou des mix frais, des mix originaux chaque semaine. Ah, semaine, ça veut dire que par mois. Chaque mois, vous avez presque 450 heures de programmes frais par des DJ, dont à peu près 10-15% faits en live dans les studios de la radio et qui sont disponibles sur la plateforme radiofg.com et app. Et donc, on en est très très fiers parce que ça permet enfin, et c'est ça la force du podcast, de permettre à des artistes d'être entendu, non pas à l'heure, parce que la radio d'avant, c'était le jeudi à 23h, il y a Joachim Garraud. Si tu loupais ton émission, et si tu loupais, c'était loupé. Aujourd'hui, quelle que soit l'esthétique musicale, quel que soit l'artiste, que ce soit une superstar, un jeune talent, ou même, parce qu'il n'y a pas que de la musique, évidemment, il y a aussi des interviews, des échanges comme on le fait en ce moment, on peut les réécouter et on devient aussi nous-mêmes des producteurs de contenu délinéarisés. Et ça, c'est ça qui est très très fort, c'est que pour moi, le podcast, là où il y a un petit malentendu parfois, c'est qu'on l'associe que au talk et au talk long. Eh non, le podcast, ça peut être du replay et ça peut être, musique, en tous les cas, nous avec FG, on est très fiers de le proposer, du mix. Et ça permet avec le mix justement d'écouter des artistes parfois très niches, très pointus, sur des esthétiques musicales très underground, à l'heure où on le souhaite, et on peut soi-même recomposer. Et c'est notre manière en radio, de faire de la radio relinéarisée, recomposée, un peu comme une plateforme de streaming, mais avec des contenus originaux. Voilà, c'était donc l'histoire de The Mix 999. À travers celle de Joachim Garraud. Merci Antoine. Et vous comprendrez pourquoi, quand samedi soir, nous sommes tombés dans les bras l'un d'autre sur la scène du River King pour la dernière, il y avait plein de choses extrêmement émouvantes. Il y avait 20 ans, t'imagines, 20 ans, tu fermes pas une histoire de 20 ans comme ça. Le problème, c'est que ça fait pas 20 ans, ça fait 30. C'est ça qui est encore plus drôle. Et qu'en fait, je pense qu'on peut pas comprendre The Mix sans, si on comprend pas ça. Je finirai par une petite question, parce que je crois qu'il nous reste plus que 5 minutes. Mais il est trop fort, mais il y a quand même un truc que je voudrais quand même préciser, c'est que tout ça serait pas possible sans ta communauté. Et je pense que c'était très important de le dire, c'est que le forum de Joachim Garraud, ça a été un peu, j'allais dire, la pépinière, mais aussi l'anticipation qui a permis, avant les réseaux sociaux, à une communauté de s'agréger et de s'exprimer. Et moi, ce que j'ai vu avec beaucoup d'émotion samedi soir, c'est que ces gens-là, ils sont toujours là. C'est vrai. Voilà. Oui, ça m'a fait plaisir. C'est super. Bah écoute... si tu veux me poser une autre question, vas-y, parce qu'il ne reste plus que 5 minutes. Hein. Bon. Non, mais merci beaucoup. Désolé si on a été un peu long, mais c'est sûr qu'on a tellement de choses à aller. C'est pour ça, tu sais, que pour éviter... pour avoir mon temps, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre et que je suis rendu à 450 pages. Parce que quand tu mets toutes les anecdotes bout à bout avec les photos, les QR, tu te retrouves avec un pavé monstrueux. Mais il faut prendre le temps d'écrire, de raconter ça. Parce que sinon, ça va être perdu. Exactement. Merci en tous les cas, Joachim. Et je demande de l'applaudir, Joachim Garraud. Merci beaucoup. Voilà, ce qui vous prouve quand même qu'on était en public. En direct. Et si vous avez des questions à poser à Joachim, dépêchez-vous parce qu'il nous reste plus que 5 minutes. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.